Une semaine dans le monde, deuxième partie, c'est l'actualité internationale de la semaine, décryptée par nos éditorialistes avec nous cette semaine, Sylvie Kaufmann du Monde, Patricia Lémonière de TF1, Laure Simoes de Cartooning for Peace et Christian Macarian de l'Express. On évoquait les 6 mois de Donald Trump à la Maison-Blanche et dans ce bilan, comment évidemment ne pas parler de cette enquête menée par un procureur spécial indépendant, Robert Mueller, sur les liens éventuels entre l'entourage de Donald Trump et la Russie. Même le secrétaire à la justice, Jeff Sessions, a dû se récuser dans cette affaire, ce qui amène Donald Trump à le menacer. C'était cette semaine dans un entretien accordé au New York Times, vous allez le voir. Comment pouvez-vous accepter un poste et ensuite vous récuser? S'il s'était récusé de lui-même avant de prendre le poste, j'aurais dit merci Jeff, mais je ne vais pas vous prendre. On a rarement vu de tels propos. C'est un désaveu pour une personne qui est quand même maintenue alors qu'il est dans son poste. C'est assez difficile à comprendre, Sylvie Kaufmann. Oui, c'est très trumpien. Oui. D'abord, c'est une interview au New York Times, qui est un journal qui passe son temps, que le président Trump passe son temps à insulter, qu'il a déjà qualifié d'ennemi du peuple, de fake news, de journal qui échoue. Et puis bon, quand il a besoin de donner une interview, il appelle le New York Times et il passe 1 heure avec eux. Et dans cette interview, en effet, il insulte cette fois-ci son ministre de la Justice en disant qu'il aurait mieux fait de ne pas le nommer. Il insulte plein de gens d'ailleurs, le numéro 2 aussi du département de la Justice. Qui est responsable de la désignation de Robert Mueller, voilà, du procureur spécial indépendant. Spécial qui, dit-il, est venu me voir avant parce qu'il avait envie d'être lui-même ministre de la Justice. Et puis enfin voilà, il y en a pour tout le monde. Et quant à l'enquête, elle va se poursuivre. On trouve ça presque normal. Elle concerne le fils, le gendre, tout l'entourage proche de ce président. Je pense que ça va durer encore très longtemps. Et je ne sais pas ce qu'on saura finalement. Et on est encore très loin d'une éventuelle procédure de destitution. Ça semble totalement exclu pour l'heure. Ah, ça semble totalement exclu. Enfin, en tout cas, ça prendra. Si ça devait se passer, ça se passerait, en tout cas, pas dans l'immédiat, pas avant les midterms, justement, pas avant ces nouvelles élections. Je crois que c'est des processus qui sont très très lents, de toute façon. Et qui sont politiques surtout. Qui sont politiques. Il faut l'accord aussi que les républicains se lancent dans cette voie-là. Et pour l'instant, on n'en est pas là. D'après la presse américaine, les avocats de Donald Trump examinent les antécédents des enquêteurs embauchés par le procureur spécial indépendant pour essayer de trouver des conflits d'intérêts. Il essaie de le dessaisir. On voit bien qu'il applique les méthodes du business à tout ce qu'il fait, c'est-à-dire décrédibiliser l'adversaire. Tiens, les avocats, trouvez-moi quelque chose pour faire tomber ceux qui enquêtent pour le compte du procureur spécial, parce que le procureur spécial, bien sûr, est intouchable. Donc, c'est des enquêteurs de manière à établir quoi? Des conflits d'intérêts, évidemment. Mais des conflits d'intérêts, à la limite, celui qui connaît le mieux le sujet, c'est Donald Trump. Pardon, Patricia, je ne voulais pas vous interrompre. Je suis en minorité ce soir. J'entends respecter la majorité. Ah oui, ça va bien se passer. Oui, on ne va pas vous martyriser. On ne va pas faire du Trumpisme avec vous. Non, mais au contraire, on se réjouit. Vous êtes très aimable de ne pas faire de Trumpisme à l'envers, oui. Non, mais Raphaël se réjouissait. Merci, Raphaël. Non, parce que l'inverse est si souvent vrai que pour une fois, c'est vrai que ça fait plaisir. Ce qu'on a l'impression aujourd'hui aux États-Unis, c'est qu'on a deux États. On a un État qui continue à travailler sérieusement, le procureur, qui font les enquêtes, qui travaille, l'administration, comme elle le peut, qui travaille. Puis alors, on a un homme qui, effectivement, signe de temps en temps des décrets. Ici, il aime beaucoup signer. Il joue avec les mots, il joue avec les gens. Et ce qui me frappe le plus, c'est qu'il n'a jamais élaboré, comme vous y remarqué, une stratégie quelconque, ni sur le plan intérieur, ni sur le plan extérieur. Donc, c'est presque un enfant avec ses mots. Et, voilà. Mais c'est vrai qu'il signe des... Et on sent que, comme sur cette histoire d'enquête, là encore, c'est du jeu. Oui. Enfin, ce qu'il se dit, c'est ce qui l'agace beaucoup, c'est que le procureur sera en train de rechercher maintenant du côté de ses déclarations d'impôts. C'est le seul président à ne jamais les avoir rendues publiques. Oui, tout à fait. Tout à fait. Et c'est le business, là encore. C'est l'argent. Donald Trump, qui a menacé en tout cas cette semaine de sanctions le Venezuela, plongé dans un climat quasi insurrectionnel depuis bientôt 4 mois, depuis que le président Nicolás Maduro a décidé d'avoir la peau du Parlement, seul organe dans le pays aux mains de l'opposition. Les affrontements entre manifestants et policiers ainsi que des membres de milices paramilitaires pro-Maduro ont déjà fait 100 morts depuis avril dans un pays, il est vrai, où le taux de criminalité est l'un des pires au monde. Je vous propose d'écouter les mots de quelques-uns de ces manifestants. Nous manifestons pour tout, pour la santé, pour la sécurité, parce que Maduro, personne ne l'aime. Ni Diosdado, ni Ernesto Villegas, ni Jorge Rodriguez, aucun d'entre eux. Tout le monde sait que c'est une bande de voleurs, tous.
Nous défendons cet endroit. Nous allons entrer dans les maisons pour répandre la liberté. Nous nous rassemblerons dans la rue de manière pacifique et de toutes les manières possibles, jusqu'à la chute de Maduro. Nous n'abandonnerons pas avant d'avoir conquis la liberté. Nous sommes un groupe de jeunes qui veut seulement la liberté. Nous allons continuer jusqu'à ce qu'ils partent. Ils doivent s'en aller. Ils nous ont ruinés. Ils nous font mourir de faim. On manque de médicaments. Les gens meurent. Les jeunes n'ont pas de futur. Qu'ils s'en aillent. C'est ce que nous voulons. Nous ne voulons pas de négociations. Nous ne voulons rien. Qu'ils s'en aillent. On assiste, Patricia Lémonière, aux dernières heures du chavisme. Alors, je pense qu'il faut rester prudent en ce qui concerne, parce qu'il a montré une capacité quand même à résister. Ce qui est le plus intéressant, c'est de voir ce qui se passe sur le plan régional. On voit que la Colombie s'active. Elle est avec Cuba, en pensant que Cuba va faire plier peut-être Chavez, mais n'empêche que c'est les seuls pays qui peuvent s'entendre. Mais la Colombie a un atout, elle a aussi, elle fait pression sur Cuba. Et les Colombiens sont très inquiets parce qu'il y a beaucoup de réfugiés maintenant qui passent en Colombie. Donc il y a une déstabilisation de toute la région. Et je pense que si il y a une modification, une inflexion au sein du pouvoir, eh bien ça serait effectivement, ça peut venir de Cuba, ou alors sinon, eh bien, on va à une confrontation qui risque d'être terrible, alors là, pour le coup. Christian Macaillain, c'est Cuba qui porte peut-être la solution à ce conflit? C'est en tout cas Cuba qui est derrière le soutien apporté à Maduro, et derrière le choix même de Maduro. Maduro tient par Cuba aujourd'hui, par la volonté des Cubains. C'est un personnage particulièrement médiocre qui a accompli une carrière tout à fait banal, mais qui était l'homme idéal selon les critères cubains. Et après la disparition anticipée, parce que c'était pas prévu comme ça, la maladie a emporté Chavez, mais Chavez a laissé une situation qui est tout à fait la préfiguration de la situation actuelle. Simplement, Chavez avait un charisme. Maduro n'en a aucun. Absolument aucun. Donc, il a un choix qui est celui de toutes ces semi-dictatures, qui est celui d'aller plus loin dans la répression. On vient de voir dans le petit film qu'on vient de visionner le degré de détermination de la jeunesse, qui n'est plus du tout idéologique, qui n'est plus du tout politique, qui est simplement au stade vital, liberté, du pain et de la justice. Et ou bien M. Maduro va frapper cette jeunesse, et on va assister à un épisode extrêmement dramatique, ou bien c'est cette jeunesse qui va le renverser. Parce qu'encore une fois, c'est une guerre contre la démocratie. Le Parlement a été démocratiquement élu et il est aux mains de l'opposition. Et M. Maduro veut instituer une constituante pour passer par-dessus le Parlement et le rendre illégitime. C'est une guerre contre la démocratie. Et là, de ce point de vue-là, je trouve que le silence, notamment de l'Union européenne, est assez assourdissant. Une constituante d'ailleurs, dont les membres seront désignés dans moins de 10 jours maintenant, le 30 juillet prochain. Ça veut dire que la période là actuelle, elle est décisive, Sylvie Kaufmann? Oui, enfin, je suis d'accord avec Patricia, il faut être prudent. C'est très difficile de faire des prédictions en ce moment, mais là, on voit que vraiment, il y a une lente descente aux enfers depuis plusieurs années de ce pays, parce que vous parliez tout à l'heure du taux de la criminalité, ça n'a pas toujours été comme ça. Il y a quelques années, le dénuement aussi, l'impossibilité d'acheter des produits de consommation essentiels, tout ça s'est dégradé progressivement et maintenant les gens sont vraiment à bout. Il y a un blocage économique total, il y a un blocage politique total. Ça peut s'effondrer, cette violence qu'il y a, déjà vous avez cité le nombre de morts, ça peut dégénérer de manière, ça peut empirer de manière encore plus spectaculaire. Ça peut aussi pourrir de plus en plus et je crois que bien sûr, l'Union européenne doit dire quelque chose. Bon, mais je pense que la solution, elle doit être régionale. C'est en effet aux pays voisins et à ceux qui soutenaient le régime Maduro de faire pression et d'essayer d'aider les Vénézuéliens à trouver une solution, parce que il ne faut surtout pas que les États-Unis s'en mêlent. Oui, mais les États-Unis ont aussi un moyen, une carte à échanger. S'il le faisait discrètement, pas comme Trump vient de faire sa déclaration à l'emporte-pièce, ça c'est contre-productif. Voilà. Mais s'il y avait une négociation dans la discrétion entre les États-Unis, Cuba, etc., ils peuvent faire pression sur Cuba d'une façon discrète, parce qu'ils ont des choses à offrir à Cuba, d'une façon discrète pour que Cuba bouge.
par rapport au Venezuela. Mais tout ça, c'est des jeux, et je ne sais pas si Donald Trump en est capable de ce jeu de finesse. Il faut faire attention avec les États-Unis, parce que c'est le seul point consensuel entre toutes les variantes de tous les régimes d'Amérique latine. Le rejet, vous voulez dire? C'est pour ça que je parle de discrétion. Le rejet des Yankees, c'est quelque chose qui met d'accord des pouvoirs bourgeois comme des pouvoirs encore post-marxistes. Et il y a un pays, par exemple, comme le Brésil, qui est quand même le géant, qui n'est pas du tout pro-américain, et au contraire, loin s'en faut, sans parler même de Cuba, hein, bien sûr. Donc, je ne pense pas que les États-Unis, c'est pour ça que moi je pensais à l'Union européenne, parce qu'elle n'a aucun levier d'action sur le régime du Venezuela. Mais je crois quand même que... par l'Espagne, peut-être. Exactement. Il y a par l'Espagne. Vous savez, quel est le seul homme qui a parlé sèchement, et même, on peut dire parlé mal, à M. Chavez de son vivant? Aznar. C'est le roi d'Espagne. Juan Carlos qui lui a dit « Pourquoi tu ne te tais pas ?» Comme on dit en français courant, « Pourquoi tu ne fermes pas ta grande bouche ?» Donc, c'est le roi d'Espagne. Et Chavez s'est tu. Donc, il y a un moyen, si on était un peu plus efficace en Europe, d'aider la diplomatie espagnole à faire pression. Elle a encore du pouvoir, un très fort relief culturel et un grand prestige au Venezuela. Et je crois que c'est un moyen qu'on n'emploie pas assez en tout cas. Oui. Il faut dire aussi que le Parti populaire sous Aznar a été accusé d'aider ceux qui voulaient renverser à l'époque Chavez. Mais l'Espagne a essayé là, de faire des choses toute seule, effectivement, sans l'Union européenne. Le pape aussi, enfin la papauté a essayé là, de faire... Et ça n'a pas marché parce qu'effectivement, ils sont isolés. Alors quant à la diplomatie européenne qui pourrait faire quelque chose, ça c'est une autre histoire. Laure Simoes, ce sera sans doute on va le essayer cadet de ses soucis. On est réconcilié avec la technique apparemment. J'espère bien. Alors moi je vais vous parler tout de suite de Raima, qui est notre dessinatrice vénézuélienne emblématique, qui a dû quitter le Venezuela pour aller se réfugier à Miami suite à son licenciement après 19 ans de bons et loyaux services au sein d'un journal, parce que la liberté d'expression et la liberté de la presse en a pris un sacré coup ces dernières années. Donc là, on a un beau résumé du Venezuela aujourd'hui, entre crise cardiaque, paralysie, grève générale. Enfin bon, le cœur bat encore. Ouais. C'est ce qu'on peut dire en tout cas. On a là aussi un dessin de Gargalo, dessinateur portugais, qui montre quand même un Maduro voilà, c'est la préhistoire politique un petit peu, hein, avec la Constitution comme massue. C'est un personnage sanglant, donc voilà un petit peu comment on le perçoit. Alors là, c'est intéressant, c'est un autre dessin de Raima sur ce référendum. Sur ce référendum qui a eu lieu non officiel, consultatif, organisé par l'opposition. Exactement, qui demandait si oui ou non l'opposition, enfin si les gens souhaitaient des élections anticipées pour éviter de devoir donc se soumettre à cette assemblée constituante. Donc ce qui est intéressant, c'est aussi de s'interroger sur le prochain visage de la République bolivarienne. On sait qu'il y a pas mal de choses qui se passent aussi à l'intérieur du camp de chavistes, avec notamment une avocate qui commence un petit peu à gagner du terrain tout en se disant encore chaviste, mais s'étant déclaré, la procureure générale, exactement, s'étant déclaré quand même dans l'opposition. Donc c'est le point d'interrogation qui obsède les Vénézuéliens. Alors on parlait évidemment du contrôle de Cuba derrière tout ça. Alors entre les Vénézuéliens le régime de Maduro qui invoque évidemment sempiternellement le fait que les États-Unis sont derrière tout ça. Est-ce que quel contrôle de Cuba derrière ça? Enfin, ce qu'on sait, c'est qu'en tout cas le pays est au bord de l'implosion, et c'est ça qui nous intéresse. On a une autre proposition de Molina, dessinateur du Nicaragua, qui résume là la politique de Macron. Deux options pour les Vénézuéliens, c'est soit la crise d'un côté, soit la répression de l'autre, et dans les deux cas, on n'échappera pas à la mort. À la mort. Donc, où il meurt, Maduro. Oui, voilà, où on meurt, L'alternative Maduro, est... pas Macron. Oui. Il dit Macron, c'est pour après Macron. Mais on en parlera de Macron. Là aussi, moi, il faut vraiment que j'aille sur le divan. Hein. C'est pas la première fois que je fais des lapsus comme ça.
Mais c'est le nini, sans doute. Ouais, et en même temps. Et en même temps, voilà. Et puis pour terminer, cette horrible image, évidemment, de cette danse de Maduro avec la mort, parce qu'encore une fois, près de 100 manifestants tués, encore 2 hier lors de la grève générale qui a commencé hier. C'est quand même très, très, très alarmant et inquiétant, quoi. Et c'est l'inconscient qui parlait sans doute dans votre lapsus, Laure, puisqu'on en parle maintenant, ce feuilleton des 10 derniers jours. Une transition. Ici en France, la passe d'armes donc entre le président de la République, chef des armées, son plus haut responsable au sein de la hiérarchie militaire, Pierre de Villiers, en désaccord avec une coupe de 850 millions d'euros sur les programmes d'équipement, ce qui l'a conduit à démissionner. Malaise dans les rangs de la Grande Muette. Emmanuel Macron, du coup, s'engage publiquement à faire du budget de la défense la grande gagnante des futurs arbitrages budgétaires. Écoutez. Je veux ici le rappeler, et je n'accepterai aucun discours de défaite en la matière. Ils ne sont pas à la hauteur des armées et de ce que vous êtes. Dès 2018, avant même la LPM, et pour nous mettre sur la trajectoire justement des 2% que j'évoquais, nous augmenterons notre effort de défense. Le budget du ministère des Armées, qui est sous la responsabilité de la ministre, sera porté à 34,2 milliards d'euros de crédits budgétaires, dont 650 millions d'euros de provisions OPEX et 200 millions d'euros consacrés au renforcement de la protection de nos forces, c'est-à-dire votre quotidien. Et là aussi, je ne laisserai personne dire que tel ou tel choix budgétaire se fait aux dépens des forces, de votre quotidien, de votre sécurité. C'est faux. J'en suis le garant. C'est la mission au quotidien qui est celle de la ministre des Armées. Cette augmentation du budget, dans une année où aucun budget autre que celui des armées ne sera augmenté, est inédite. Et je veux que vous en mesuriez l'importance, parce qu'elle est la cohérence même avec nos engagements. Parce que durant les dernières années, il n'y a jamais eu une telle augmentation d'1,8 milliard d'euros du budget des armées. Voilà, ce plaidoyer pro-domo, c'était hier, sur la base d'Istres, dans les Bouches-du-Rhône, Emmanuel Macron, aux côtés, pour l'occasion, du successeur de Pierre de Villiers, celui qui a nommé le chef de l'État pour le remplacer, le général Lecointre. Tout allait bien donc, oui, mais voilà, dans un entretien au Figaro aujourd'hui, le porte-parole du gouvernement en remet une couche, comme on dit. Christophe Castaner accuse l'ancien chef d'État-major, Pierre de Villiers, donc d'avoir été déloyal dans sa communication et d'avoir mis en scène sa démission, des propos qui ont déclenché un nouveau tollé de la part de l'opposition. Était-ce bien nécessaire, Christian Macarian ? Qu'est-ce qui était nécessaire ? Là, on va partir du dernier épisode. Est-ce que Monsieur Castaner, on avait l'impression que le gouvernement était plutôt pressé de régler cette crise qu'on l'oublie. Quel est le besoin aujourd'hui du porte-parole du gouvernement d'évoquer à nouveau la manière dont Pierre de Villiers a quitté ? Visiblement, s'il le fait, c'est qu'il est autorisé à le faire ou qu'il y a eu une concertation pour faire ce genre de déclaration contre le général de Villiers. Donc l'idée, c'est d'isoler le général de Villiers et d'en faire un cas à part. Un tenant de la vieille école, une vieille baderne, comme on disait autrefois, etc. Il est exact que le général de Villiers a son caractère. Moi, c'est un homme que j'ai connu durant mon service militaire. C'est un militaire remarquable, d'une probité exemplaire, et je ne crois pas une seule seconde qu'il ait cherché à faire un scandale sur son nom. C'est vraiment très mal le connaître. L'idée du pouvoir politique de le circonvenir en faisant de lui une sorte de tâche sur un paysage militaire impeccable, silence dans les rangs, petit doigt sur la couture du pantalon, est sans doute une idée de stratège politique, dont acte. Mais incontestablement, dans les armées, il y a un malaise très profond. Et avant même d'envisager la question budgétaire, c'est une question de style. Monsieur Macron, le 13 juillet, à l'hôtel de Brienne, eût pu prendre la même décision, c'est-à-dire supprimer 850 millions, avec du budget de la défense, avec une autre argumentation et une autre façon de s'exprimer. C'est cela qui a choqué. C'est la façon dont le général de Villiers a été diminué devant ses hommes et devant beaucoup de ses subalternes, ce qui ne se fait pas du tout dans le milieu militaire. Je crois que là, il y a une erreur et que depuis maintenant, le 13 juillet, le pouvoir pédale, rétro-pédale, essaie de compenser tout cela. Et le fait de mettre une combinaison de pilotes et de se montrer, de s'exhiber à la base d'Istres devant toutes les caméras, à mon avis, n'est pas de nature à redresser tout cela. C'est la première erreur majeure de ce nouveau pouvoir et elle démontre, cette erreur, la volonté
de mon point de vue, de détenir tous les pouvoirs. Tous, sans exception, y compris dans le domaine militaire. Et cette mise au pas, cette macronisation de l'ensemble des pouvoirs, en particulier de la chose militaire, est une donnée, à mon avis, qu'il ne faut pas perdre de vue. Il faut le savoir, c'est ce qui a été décidé. Sur le fond, Sylvie Kaufmann, est-ce que le président est dans son rôle en recadrant un chef d'état-major des armées qui conteste ses choix budgétaires, qui plus est devant la représentation populaire, ou bien est-ce un excès d'autorité auquel s'ajoute une entorse à la séparation des pouvoirs, puisque Pierre de Villiers l'a fait dans le cadre d'une commission parlementaire, et il se fait recadrer par l'exécutif. Oui, il ne faut pas oublier que le président de la République en France, c'est le chef des armées. Donc, en effet, on l'accuse de concentrer tous les pouvoirs. Celui-là, il l'a constitutionnellement. Par ailleurs, l'attribution des moyens, la stratégie, les budgets, ça se décide au niveau politique, ça ne se décide pas au niveau de l'état-major des armées. Donc, sur le fond, on peut considérer que Macron avait raison de recadrer le chef d'état-major des armées. Sur la forme, ça c'est un autre débat. La manière dont il l'a fait, je crois qu'il y a une maladresse répétée, parce qu'il y a eu le 13 juillet, il y a eu l'interview au journal du dimanche, il y a maintenant le porte-parole. Est-ce qu'il a agi tout seul ou sur commande en général? La manière dont la communication est contrôlée dans cette équipe, on peut imaginer qu'il n'a pas pris cette initiative tout seul. Donc ça, c'est autre chose. Mais ce que je trouve important aussi dans cette affaire, qui n'est visiblement pas tout à fait terminée, c'est que là, on entre dans le dur politiquement. De quoi s'agit-il au-delà de ce conflit, de ce contentieux avec le général de Villiers et avec l'armée? C'est qu'il s'agit des économies obligatoire, qu'on est obligé, que ce président est obligé de faire. Il est obligé maintenant de choisir où est-ce qu'il va couper, comment, ça va faire mal. Voilà, et maintenant, il faut qu'il le gère, il faut qu'il fasse des choix. Et je crois que surtout, il faut qu'il les explique, ces choix. À mon avis, ils ne sont pas encore cohérents, clairs, les gens ne les comprennent pas. D'ailleurs, sa cote de popularité a un tout petit peu baissé. Voilà, je crois que là, c'est un gros défi. C'est on va couper, ça va faire mal, mais il faut expliquer aux Français comment. Patricia Lémonnier, une réaction. Il ne faut peut-être pas oublier aussi qu'Emmanuel Macron, il a passé du temps autour de François Hollande et à Bercy, à l'époque où, à l'hôtel de Brienne, Jean-Yves Le Drian et son directeur de cabinet, Cédric Lewandowski, parfois n'hésitaient pas à contourner les décisions de Bercy pour aller directement auprès de Matignon ou de l'Élysée obtenir des arbitrages en leur faveur. Alors, je crois que là, effectivement, il y a plusieurs choses. Il y a le passé, effectivement, puisqu'il y avait un ministre de la Défense, et maintenant le ministre des Armées, d'ailleurs, un ministre de la Défense très puissant, enfin, et avec un directeur de cabinet, un chef de cabinet qui montait au créneau pour défendre leur vision des choses. Mais je crois que là, dans cette prise de position répétée, là, avec justement le porte-parole du gouvernement, je crois que ce qu'ils n'ont pas apprécié du tout, c'est cette vidéo qui a été publiée sur le site du ministère, sur le site des armées, où on voyait le général de Villiers sortir, applaudi par ces hommes. Et je crois que cette vidéo les a de nouveau replongés. Ils pensaient que ça y est, Istres, c'était fini, on tournait la page. Avec cette vidéo, effectivement, on touche un malaise profond qui est dans l'armée, qui va bien au-delà des restrictions budgétaires. Au départ, tous les militaires, ça, ils ont un petit côté parfois naïf. Ils ont trouvé Macron formidable. Il venait à Percy, il venait les voir, il allait au Tchad. Il était formidable, le président de la République. Et puis d'un seul coup, tac, l'humiliation devant ces hommes. Si effectivement on a eu un chef d'état-major qui s'est senti bafoué parce qu'on lui avait dit quand même pendant la campagne, il y aura pas, on ne touchera pas au budget de l'armée. Si on a un président qui s'est senti lui aussi bafoué parce que son chef d'état-major n'aurait jamais dû agir de la sorte, c'est la méthode effectivement qui a compté. Et je crois que la violence de la réaction effectivement du gouvernement s'explique aussi par la toute-puissance du ministère de la Défense avant vis-à-vis de Bercy. Donc on a un règlement du passé. On règle des comptes aussi. Un mot de Christian Macarion et on passera au dessin de Laure Simoes. Je rappelle juste un détail, qui n'en est pas un, c'est que le général de Villiers a fait cette déclaration qui a mis le feu aux poudres devant la commission de la Défense de l'Assemblée, et que c'était sous seing privé,
et que ça a fuité. Et ce n'est pas lui qui a fait fuiter. Bien sûr. C'est très rare d'ailleurs. C'est très rare. Donc, il y a quelque chose qui est assez étrange. Quand je juge le résultat final, c'est que, quoi qu'on dise, un officier à l'ancienne, entre deux paires de guillemets, démissionne et qu'on met un officier à la place, général Lecointre, qui a des états de service impressionnants, un véritable héros, disent ces hommes, mais qui est macronisé, y compris dans son apparence physique. C'est un homme plus jeune, beaucoup plus dynamique peut-être en apparence, en tout cas plus aligné sur les positions du président. Laure, on a très peu de temps, peut-être un ou deux dessins. Oui, on a 1 minute, me dit-on. 1 minute. Alors, je fais très vite ce premier dessin de CAC pour l'opinion, assez caustique. On voit là à la fois notre président jupitérien, n'est-ce pas, Macron. On devine ici notre Premier ministre qui sous les traits de Hercule. Mais tu ne peux pas virer Mars, c'est le dieu de la guerre, dit l'un à l'autre. On a déjà une déesse pour ça. C'est vrai que la ministre des Armées, on l'a pas du tout entendu parler dans cette affaire, hein, les foudres de Zeus. Elle n'en a pas pris part. Et puis un dernier dessin de Plantu aussi qu'on aime beaucoup. On espère que le nouveau chef d'état-major François Lecointre, lui au moins, il saura se tenir. Il y a des chances si l'on en croise des seins. J'aime bien mon nouveau chef d'état Médor. Et voilà, comme Plantu a lu dans les pensées de Christian Macarian. C'est très méchant. La métaphore canine m'est étrangère. Merci beaucoup. De souligner qu'il est un héros, c'est aussi une façon d'humilier encore son prédécesseur. Oui, mais complètement. Oui, mais complètement, chère Sophie. On reconnaît l'homme de bureau. Finesse. Merci beaucoup d'avoir été avec nous. Je remercie Patricia Alémonière, Sylvie Kaufmann, Christian Macarian et Laure Simoes. C'était une semaine dans le monde. Est-ce que je peux revenir avec 3 femmes? Avec grand plaisir, Christian. Restez avec nous tout de suite, un nouveau journal sur France 24.